Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire réservé aux familles des établissements des lycées français de Londres. Nous avons aujourd'hui choisi de vous proposer ce webinaire consacré à la spécialité SES. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-Learning, qui est le premier réseau de soutien scolaire dédié uniquement au lycée français de l'étranger. Et j'ai ce soir une double casquette parce que je suis aussi, comme on l'expliquera plus tard, responsable du pédagogique du département des SES. Je suis accompagnée de Cécile, qui est responsable chez Averroès e-Learning des relations avec les familles et qui sera un petit peu aujourd'hui votre porte-parole. Donc, je vous invite, on n'est pas très nombreux comme c'est un webinaire dédié au lycée français de Londres, c'est volontaire. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment poser toutes les questions que vous avez envie de poser et qu'on ait le temps d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les faire remonter dans le chat et Cécile sera votre voix et remontera vos questions au fur et à mesure, quelles qu'elles soient. Donc, comme avec les élèves, avec nos élèves préférés, il n'y a pas de questions inutiles ou qui semblent bêtes ou toute question que vous vous posez mérite, en tout cas ce soir, qu'on s'y attarde quelques minutes. Donc aujourd'hui, pour s'intéresser au SES, on va un peu réfléchir autour de trois grands axes. Pourquoi choisir la spécialité SES? Qu'est-ce que c'est que le parcours de SES au lycée, de la seconde à la terminale? Puis, dans un deuxième temps, on verra qu'est-ce qui est attendu dans cette spécialité, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les élèves. Vous verrez, certaines sont transversales, c'est-à-dire certaines sont des difficultés qu'ils rencontrent dans d'autres matières, d'autres sont plus spécifiques. Et puis, on verra ensuite comment s'améliorer pour son dossier et ses examens. Donc, je m'arrêterai à la fin de chaque partie de manière à ce que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure et qu'on n'ait pas tout en un bloc à la fin. Donc, cette fameuse PSES. Donc, SES, ça veut dire sciences économiques et sociales. Donc, c'est quelque chose de... Il n'y a pas véritablement d'équivalent ni en système IB, ni en système britannique. C'est-à-dire que dans ces systèmes-là, on fait economics ou on fait social studies, mais on fait rarement les deux. Les SES, c'est même un parcours, c'est même un enseignement qui est tridisciplinaire. C'est-à-dire que les enfants font de l'économie, de la sociologie et des sciences politiques. Donc, en équivalent système anglophone, on aurait Economics, Social Studies et Political Science. Donc, autant de matières qui, par exemple, en IB, sont des matières à proprement parler. Et en même temps, j'y reviendrai tout à l'heure, cette pluridisciplinarité est intéressante pour les enfants d'un point de vue ouverture, compréhension du monde qui nous entoure et, accès au supérieur. Alors, au lycée, comment ça se déroule? En seconde, les enfants ont des SES dans le cadre d'un enseignement dit découverte. Ils ont 1 heure et demie par semaine. Cet enseignement était précédemment une option. C'est maintenant une espèce d'option obligatoire, en fait. Donc, ils doivent tous suivre cet enseignement. Doit qui est là un petit peu pour les aider à se déterminer et à se dire ok, est-ce que c'est ça que je veux suivre plus tard? Qu'est-ce que c'est que les SES, etc. En première, pour les élèves qui choisissent la spécialité SES, donc dans le choix de leurs 3 spécialités de première, on passe à 4 heures par semaine en termes de volume horaire. Et si la spécialité est abandonnée en fin de première, elle est donc coefficient 8 et ce sont les notes du contrôle continu de la classe de première qui sont prises en compte, c'est-à-dire le bulletin scolaire. Pour les élèves qui conservent cette spécialité SES en terminale, donc parmi les 2 spécialités qu'ils suivent en terminale, là on monte encore d'un cran, on passe à 6 heures par semaine. C'est dans le cadre des épreuves finales du baccalauréat, une épreuve qui est du coup COEF 16.
et à la COEF auquel s'ajoute l'épreuve de grand oral, COEF 10, qui va porter sur les 2 spécialités de terminale choisies par les élèves. Donc en réalité, le poids de la matière est plus important que ce simple coefficient 16. Alors les coefficients du baccalauréat, vous le savez peut-être aujourd'hui, ils sont sur 100. Donc quand on dit 16, c'est 16% en fait, hein, sur les 60 points d'épreuve terminale. Donc voilà un peu comment se déroule le parcours d'un élève en SES. C'est-à-dire on peut ne faire des SES qu'en seconde, on peut en faire en seconde et en première, ou on peut en faire pendant tout le lycée en réalité. Alors, avant de rentrer véritablement dans qu'est-ce qu'on fait en SES, posons-nous la question de, OK, les SES, pourquoi faire? Parce que ça, c'est une vraie question. Quand les élèves de seconde choisissent leur spécialité, quand en première, les élèves doivent décider d'abandonner une spécialité ou l'autre, bon, bah, ça mérite de se poser la question et de savoir à quoi ça sert cette spécialité. Ce choix de spé, il est quasi obligatoire, au moins en première, pour des élèves qui vont avoir des profils particuliers et qui vont se diriger vers, par exemple, des classes préparatoires commerciales. Donc, ce qu'on appelle les anciennes prépas HEC, donc qui s'appellent les prépas ECG, qui s'adressent aux étudiants des bacs généraux. Donc, ce sont des élèves qui vont donc s'inscrire en classe préparatoire, choisir en classe préparatoire une matière de maths, une matière d'économie approfondie, et vont ensuite passer les concours de type HEC, Subdeco Paris, l'ESCP, l'ESSEC, l'EDEC, etc. Cette spé est aussi quasi obligatoire, même si elle n'est pas imposée, elle facilite quand même la vie des enfants pour des élèves qui se dirigent vers des écoles de commerce post-bac et qui vont donc là passer des concours post-bac, c'est-à-dire qui en fin de terminale vont aller vers des concours qui vont leur ouvrir la porte d'écoles qui vont fonctionner en système bac plus 5. Et puis aussi pour des cursus universitaires. Alors là, tant dans UCAS pour les universités britanniques que dans Parcoursup, si on va vers des universités françaises, que dans certaines formations en Hollande, par exemple, pour des parcours de type économie, business, évidemment business économique, ça marche aussi, ou économie-gestion en France. Voilà un petit peu les profils d'élèves qui vont avoir envie de choisir, enfin qui vont devoir ou qui auront intérêt à choisir cette spécialité, au moins en première. Pour les filières les plus sélectives, et je vais quand même le dire ici, cette spécialité est à combiner avec l'aspect maths, au moins en première. Là aussi, c'est important. Donc, tant pour les classes préparatoires, pour qui même si des enfants qui n'ont plus l'aspect maths en terminale vont intégrer les classes prépa, il faut au moins qu'ils aient suivi l'enseignement de spécialité maths en première. Pareil pour des universités britanniques de type, si votre enfant veut rentrer à UCL le programme undergrad de Economics, il faut SES et maths. Voilà, donc c'est à réfléchir dans un choix global, évidemment, pour les élèves de seconde, de choix de spécialité, mais c'est quand même une réflexion à avoir. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les SES, on parle de sciences économiques et sociales. On est donc dans une matière qui, même si on rédige, reste une matière scientifique. Et qui donc s'appuie sur un certain nombre d'outils mathématiques, etc. Même si on ne fait pas de maths au lycée, à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas l'économie au lycée comme on l'enseigne sûrement à UCL. On ne fait pas de microéconomie spécifique ou de macroéconomie spécifique, mais quand on étudie des documents, et on y reviendra tout à l'heure, quand il faut lire une courbe, etc., il y a des compétences qui sont issues des enseignements scientifiques, des enseignements mathématiques qui facilitent quand même grandement la vie des élèves. Je dirais un dernier point par rapport à ça qui intéresse pas mal d'élèves sur Londres,
les élèves qui suivent un programme OIB, enfin un programme BFI, pardon, Bac français international, ce sont les mêmes attendus pour eux, et en particulier en ce qui concerne l'UCAS, sauf que si on attend une moyenne ou une note minimale en économie de 15 avec un bac classique, on demandera aux élèves uniquement 14 en OIB, par exemple. Donc, il y a une prime donnée, en particulier dans UCAS, elle est effectivement très explicite sur les cursus BFI. Donc, voilà un petit peu pour un panorama d'ensemble de la discipline et de comment l'utiliser, enfin, à quoi elle peut servir. Alors, s'agissant des attendus et des difficultés rencontrées dans ces enseignements. Alors, je suis volontairement partie de la seconde. D'abord parce que certains cursus, par exemple Sciences Po, vont aller regarder les bulletins de vos enfants en seconde ou vos bulletins en seconde. Donc, ça peut être intéressant. Et puis parce que parfois, on a une petite déception quand on arrive en première. Donc, en seconde, je vous l'ai dit, c'était un enseignement qui était précédemment optionnel et qui est devenu obligatoire, enfin, qui est devenu une option obligatoire. C'est du coup, dans sa conception, un enseignement d'ouverture. Le but du programme de seconde, c'est vraiment de balayer un petit peu les problématiques pour montrer aux élèves qu'est-ce que ça peut être que les SES. Et du coup, c'est un programme qui est très ancré dans le concret. Seconde, pas du tout d'approche théorique. J'ai mis peu, mais franchement, c'est pas du tout. Pas du tout d'approche théorique. Beaucoup d'exemples concrets, beaucoup d'analyses qui partent du terrain. Le but, c'est presque de donner, envie de dire, une espèce de culture socio-économique aux élèves qui va leur permettre de mieux comprendre l'actualité, de mieux réfléchir quand ils sont confrontés à un problème, etc. Donc, on est vraiment sur un enseignement qui était précédemment un enseignement optionnel. Alors, en seconde, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des élèves qui adorent la SES et des élèves qui détestent. Souvent, c'est très lié à leur enseignant. Voilà, c'est un programme qui, en tant qu'enseignant, avec lequel on peut s'amuser, c'est vrai, mais c'est un programme qui est quand même assez loin de ce qu'on va attendre en première ou en terminale. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire de bien se dire, le sujet, c'est effectivement celui qu'on a vu en seconde, mais la manière de l'aborder, dès la classe de première, on change complètement de cadre. En première, on passe vraiment dans un enseignement dit scientifique où l'objectif, ça va être pour les enfants d'acquérir les fondamentaux, donc vraiment le socle en économie, en sociologie et dans une moindre mesure en sciences politiques. Quand je dis acquérir le socle, ça veut dire comprendre comment fonctionne un marché. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'un marché? Qu'est-ce que c'est que l'offre et la demande? Donc, on parle vraiment des fondamentaux. Donc, et souvent, ils sont assez déroutés parce qu'ils attaquent le programme de première par un bloc sur les marchés qui est assez mathématique, où on va leur coller, il n'y a pas d'autre mot, des courbes, leur montrer comment ça s'équilibre, comment ça fonctionne, etc. On a quelque chose qui est assez théorique et ils ont souvent un peu de difficulté à faire le lien avec la réalité. Et ils ont l'impression d'avoir effectivement complètement changé de dimension. En sociologie, qui est souvent pour eux une matière plus abordable dès la première parce qu'elle leur parle plus, en sociologie, on pose les bases de tout ce qui est la socialisation de l'individu, comment on devient membre d'une société, qu'est-ce qui explique nos comportements, comment on acquiert les codes de notre société, comment on s'identifie, etc. Donc, c'est des choses avec lesquelles ils sont souvent un petit peu plus à l'aise. Et puis à cet âge de l'adolescence, il y a quand même des choses qui leur parlent, et en particulier tout ce qui est dynamique entre l'individu et le groupe, et donc la société étant un grand groupe,
Là, il y a des choses qui sont quand même assez claires pour eux. En sciences politiques, le seul chapitre qui est véritablement abordé est un chapitre qui est consacré au vote donc, et aux déterminants sociaux du vote. Donc là, c'est assez classique. En général, ils sont assez à l'aise avec cette partie. Effectivement, ils ont plus de mal avec la partie économique et même avec la partie où c'est en première qu'ils découvrent comment fonctionne une entreprise, quel est le moteur d'un chef d'entreprise, comment il se positionne par rapport au risque, etc. Donc voilà, on pose vraiment les bases. Ça, c'est au niveau des acquis, de ce qu'on doit apprendre et poser pour pouvoir derrière dérouler le programme de terminale. D'un point de vue méthodologique, la classe de première, là aussi, une grande différence avec la classe de seconde, c'est qu'ici, on rentre vraiment dans la matière scientifique. Donc, on va apprendre à argumenter. Donc, ça veut dire à poser un argument, dérouler sa démonstration, illustrer sa démonstration, parce que c'est ça quand même qui va être attendu. Et on va apprendre aussi, et c'est une grosse partie du programme de première, à analyser un document socio-économique. On y revient en permanence. Ça peut être un tableau statistique, mais ça peut être un texte. Parfois, dans des sujets de bac, ils ont des textes d'auteurs classiques, Friedman, Keynes, etc., tous ces grands économistes, prix Nobel ou pas. Et voilà, il faut apprendre à décrypter cette information, à la relier à ses connaissances, à lui donner du sens et à la contextualiser. Donc ça, c'est vraiment le gros du programme de première. En classe de terminale, 6 heures de cours, donc là, on monte encore d'un cran. En termes de méthodo, pour continuer sur la méthodo, on introduit la dissertation économique ou sociologique. Donc, ça veut dire être capable de problématiser une question, de comprendre derrière un sujet, d'aller comprendre ce qu'est le problème posé par le sujet, et être capable de rédiger. Donc, ils ont quand même une épreuve qui dure 4 heures. Donc, 4 heures pour une dissertation, elle est toujours accompagnée de documents. Et donc là aussi, en terminale, on approfondit cette analyse des documents, la compréhension des indicateurs socio-économiques, comment on les fait parler, qu'est-ce qu'on leur fait dire. En termes de contenu, on est sur les grands mécanismes. Donc là, on pourrait presque ouvrir les Échos ou j'imagine le Financial Times. Et c'est vraiment la croissance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il apporte? Comment on génère de la croissance? Le commerce international et la mondialisation, les flux, les investissements, les problèmes que ça pose, etc. La justice sociale, donc la question des inégalités. La question du chômage. Ils ont un chapitre sur les crises financières. Enfin, c'est un programme qui est dense, technique. Là, pour le coup, il y a de la théorie, il y a de l'auteur économique, etc., que les élèves doivent comprendre et dont ils doivent maîtriser un peu la pensée. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en termes de difficultés rencontrées, la première difficulté à laquelle sont confrontés les élèves, ils ont du mal, à comprendre les concepts théoriques et à leur donner du sens. Alors pourquoi? Et en fait, quelque part, dans les réponses, dans les outils, comment surmonter ces difficultés, on va y revenir. D'abord parce qu'ils ne suivent pas beaucoup l'actualité. Et que quand même le monde socio-économique, c'est notre actualité, hein. En tout cas une partie de notre actualité. Donc, et aussi parce que souvent ils ont du mal à relier les concepts entre eux et à véritablement comprendre dans la vie réelle qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est une difficulté rencontrée. Ça les bloque un peu du coup dans l'apprentissage de leurs cours. Et puis ensuite, surtout, dans la remobilisation des connaissances quand il faut répondre à une question ou traiter un sujet. Ils ont aussi des difficultés
à lire parfois parfois pour des problèmes de langue, à comprendre et à analyser des documents, que ces documents soient chiffrés ou ces documents soient des textes. Si les textes sont dans un langage très soutenu, c'est un langage auquel ils ne sont pas bien habitués. Souvent, tout le temps, nos élèves sont multilingues. Et donc, parce que bilingue, ça ne suffit pas en fait, souvent. Et du coup, c'est vrai que bon, bah, ils ont fait des textes de langage soutenu en lettres en première. Mais bon, là, on rentre dans des textes avec un vocabulaire spécifique, un vocabulaire économique ou un vocabulaire sociologique. Et ça, parfois, ils ont du mal. C'est vrai que on y reviendra. C'est la répétition et l'habitude, en fait, qui fait que, bah oui, on connaît ce mot, donc on le connaît, on sait ce qu'il veut dire, etc. Sur les documents chiffrés, ils ne sont pas toujours très à l'aise, en fait, dans la lecture de tableaux statistiques ou de tableaux d'analyse issus de l'INSEE, etc. Ce n'est pas quelque chose avec lequel ils sont très à l'aise. Évidemment, les élèves très scientifiques sont beaucoup plus à l'aise. Mais dans l'ensemble, ça reste un sujet avec lequel ils ont quand même des difficultés. Ils ont des difficultés à problématiser une question, en dissertation en particulier, parce que problématiser une question, ça veut dire qu'on vous donne un sujet, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui explique le commerce international? Derrière ce sujet de disserte, il faut aller comprendre quels sont les enjeux du sujet, pourquoi est-ce qu'on me pose cette question, comment est-ce que je peux analyser cette question, qu'est-ce que ça oppose, qu'est-ce que ça met en qu'est-ce que ça fait ressortir comme opposition, comme tension. Et c'est ça qu'il faut travailler de manière à pouvoir véritablement traiter le sujet. Donc ça, c'est pour eux assez difficile. Ils ont des difficultés aussi à construire une argumentation qui soit précise et pertinente. En fait, cette notion d'argumentation qui est finalement travaillée en SES et en philo, où effectivement on est dans un schéma démonstratif. Il faut faire dérouler un raisonnement et pour chaque étape du raisonnement, expliciter son raisonnement et, et construire sa démonstration. Ça veut dire apporter un argument, justifier cet argument, expliquer cet argument, éventuellement illustrer cet argument avec les documents qui sont proposés dans le sujet. Et ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est pas quelque chose qui est travaillé en français, en littérature. En première, pour le bac de français, ils ne travaillent pas comme ça. Donc, même si on retrouve des choses, hein, la partie rédactionnelle, effectivement, rédiger, c'est toujours rédiger, mais ça reste un élément qui, assez fréquemment, leur pose problème. Et ensuite, il faut s'entraîner à la rédaction. Et alors, on ne sait pas le cas à Londres ou encore à Charles de Gaulle, dans les différents établissements, vous avez des bacs blancs organisés, des devoirs de 4 heures organisés régulièrement. Mais du fait de la complexité des emplois du temps, depuis la réforme, etc., c'est vrai que il y a moins d'entraînement en situation. Et du coup, les élèves s'entraînent moins à la rédaction, en fait. Ils ont moins l'occasion de rédiger et ce qui peut poser problème. Voilà un peu pour les principales difficultés. Alors, quand même, je vais le dire, parce que sinon, j'ai l'impression de faire un truc à charge pour ma matière que moi j'adore. Donc, quand même, globalement, hein, quand on travaille avec eux et que on donne du sens à ce qu'ils apprennent, c'est une matière que souvent ils aiment. Ils ont des difficultés, mais ils aiment la matière. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même le côté positif. Voilà. Cécile, est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, j'ai plusieurs questions. Pour choisir la spécialité, est-ce qu'il faut être forcément bon en maths en seconde? Euh, bon, je dirais que non. Euh,
c'est plus facile si on n'a pas une allergie totale. Je pense toujours à cet élève que j'ai eu en première et en terminale, qui n'était pas à Londres, qui était à Munich. Je pense que ça la ferait sourire aujourd'hui, qui a eu quand même 16 au bac l'année dernière, donc voilà, pour Laure, et qui avait, elle m'avait prévenue dès notre premier cours en première en me disant: «Non mais moi madame, les tableaux de maths, les chiffres et tout ça, moi ça me fait très peur, j'y arrive pas». Donc il y avait un vrai, c'était même pas qu'elle était pas bonne, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai blocage sur, le tableau statistique. Si on mettait 4 chiffres, c'était un peu, la panique. Alors il faut savoir qu'en fait, en réalité, on fait pas de maths en SES. En tout cas, s'ils en font dans le supérieur, si quand on fait de l'économie pure dans le supérieur, évidemment on fait des maths. Au lycée, on fait pas de maths. Quand je dis, travailler un document, lire une courbe, souvent ça s'arrête à dire, bon bah voilà, là c'était 10, maintenant c'est 50, ça a donc été multiplié par 5, ou ça a augmenté de 500, ou voilà, je regarde une courbe, et ça veut dire, estimer si la pente, est dans ce sens ou dans un autre. Donc c'est pas vraiment des compétences mathématiques. C'est mieux de ne pas être complètement allergique à la donnée chiffrée. C'est ça que j'aurais envie de dire. Voilà. Ensuite, une autre question, comment donner justement envie de suivre l'actualité pour s'intéresser au concept et à s'élargir un peu? Bah, c'est vrai que c'est difficile parce qu'ils sont jeunes, hem, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est, qu'ils arrivent à faire le lien, sans suivre toute l'actualité, c'est trop, mais l'actualité économique, j'imagine à Londres, comme en France, comme ailleurs, ça reste une actualité, qui est relayée et cetera, et c'est, de les aider peut-être à faire le lien entre cette actualité et ce qu'ils apprennent à l'école, ou en quoi est-ce que cette actualité pourrait, être liée à quelque chose qu'ils apprennent à l'école. Alors, pour les élèves qui suivent cette spécialité, c'est quelque chose qui peut se construire sur les 2 années. Ils sont plus à l'aise là-dessus, quand ils sont en terminale et qu'ils ont effectivement un peu plus d'outils pour décrypter cette actualité. Mais quelque part, j'ai envie de dire que toute actualité sociale, tout mouvement de grève, toute question de, je sais pas, avec des élèves il y a quelques années sur Londres, on avait travaillé par exemple sur, le mouvement des chauffeurs de taxi qui, contestaient, le système Uber et les modifications que ça avait entraîné, sur le marché londonien. Bon, bah, là, voilà, on est dans du archi concret. Ça traite de 2 ou 3, enfin, c'est un exemple qui est sur 2 ou 3 chapitres de SES en première et en terminale, et donc à un moment donné, ils arrivent à faire le lien. Après, c'est vrai que s'ils ne s'intéressent pas du tout à l'actualité économique, c'est dommage, mais parfois, même de suivre, une newsletter, un petit brief qui vous arrive, sur votre mail ou sur votre téléphone ou sur leur Instagram, tous les jours, et qui est centré sur, je sais pas, un Hugo décrypte l'économie, par exemple, ou Brut Économie. Voilà, qui, en 5 images, va vous donner, 2-3, va leur donner 2-3 éléments, et puis, petit à petit, j'ai envie de dire, ça se sédimente. Une question qui vient, c'est comment bien rédiger un SES? Quels sont les ingrédients d'une bonne rédaction? Les ingrédients d'une bonne rédaction, alors en fait, c'est une matière qui est technique, donc j'ai envie de dire que c'est un peu comme les maths. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les bons mots aux bons endroits, et il faut surtout véritablement dérouler un raisonnement et une démonstration. C'est ça qui fait la différence, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aider le lecteur à suivre le fil de votre démonstration. Donc, une bonne rédaction, c'est une rédaction qui est, voilà, très précise dans les concepts utilisés.
Ça, c'est difficile pour eux, par exemple, hein, d'utiliser les bons mots, d'utiliser de la technique. Moi, j'ai souvent tendance à leur dire, en fait, il faut frimer un peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait pas cette spécialité ne pourrait pas rédiger ce paragraphe. Il faut que ça se voit qu'il pourrait pas rédiger ce paragraphe. Donc, quand on parle de commerce international, par exemple, on va parler de flux commerciaux, on va parler de chaîne de valeur. On va utiliser les terminologies de la discipline, en fait. Comme en maths, on utilise, ou en physique, on utilise les termes qui permettent de construire sa démonstration. Et du coup, c'est vrai que c'est souvent, de la rédaction, un peu au cordeau, quoi. C'est quelque chose qu'on travaille, enfin, qu'effectivement on travaille pas mal, en fait, ça. Pas Voilà, d'autres questions. OK. Alors dernière partie, comment est-ce qu'on peut toujours un peu de mal à faire la bascule, mais je vais y arriver. Hop. Comment est-ce qu'on peut progresser, hop, en SES? Alors, en fait, j'ai un peu, bah, pas dévoilé, mais c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé. Donc, évidemment, il faut acquérir, des méthodes et des savoir-faire. Ça, c'est dans les objectifs pédagogiques, hein. Donc dans les méthodes, il y a la question de la problématisation, il y a, l'étude de documents et cetera. Il faut approfondir la réflexion socio-économique, c'est-à-dire qu'apprendre à aller plus loin que juste le cours, à bien utiliser son cours. Quand on travaille avec les élèves, on cherche à donner du sens, à ce qu'ils apprennent. On fait pour eux le lien avec l'actualité et avec, les environnements spécifiques des élèves. Et ça, c'est super important, ça facilite énormément l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on a un groupe d'élèves qui est à Londres et que, on peut s'appuyer sur, l'actualité du Royaume-Uni pour expliciter ou pour illustrer certains points, ça leur parle toujours plus. Quand on parle inégalité, en fait, même si les concepts sont les mêmes, par exemple, les inégalités, c'est pas la même dynamique, c'est pas le bon mot, mais c'est pas la même problématique, au Royaume-Uni que, au Maroc ou à Dubaï. Donc, en fait, c'est important aussi de plonger dans l'environnement spécifique des élèves. Ça les aide à comprendre et ça facilite, du coup, l'apprentissage des concepts et le lien entre la théorie et la vie réelle. Il faut régulièrement s'entraîner à l'analyse de documents, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être fait, refait et cetera, mais de manière, riche, de manière, à donner du sens, là aussi, au document, à faire parler un document. On a encore trop d'élèves qui, se contentent finalement heu comment dire? De réécrire autrement le document, sans véritablement le faire parler ou en tirer les informations qui sont nécessaires. Il faut rédiger toutes les semaines, enfin surtout en terminale, pour, c'était la question que tu posais Cécile tout à l'heure, pour gagner en qualité, pour gagner en technicité. Heu et un des objectifs aussi, dans le cadre de ce cours, c'est de se préparer à ce qui est attendu, dans le supérieur, puisqu'on est sur des élèves qui vont se diriger quand même, en règle générale, vers des études supérieures, comme on l'a dit, hein, en école de commerce et cetera, en licence ou en programme undergrad en économie, business, relations internationales. C'est-à-dire, c'est des élèves qui vont devoir rédiger, qui vont devoir, rentrer aussi dans des matières techniques et donc le but, c'est, de leur faire gagner en autonomie de manière effectivement à les préparer à ce passage vers le supérieur, qui est quand même parfois un petit peu difficile. Alors comment nous, on travaille? J'aurais pu faire un cours, mais on va pas faire ça ce soir. Donc en fait, quelles que soient les matières, mais en particulier en SES, on a effectivement des enseignants qui sont, de leur matière, hein. Donc moi, j'ai une agrégation et un doctorat, en économie-gestion, qui travaillent dans le soutien scolaire, et l'accompagnement des élèves, autour du monde depuis des années. Donc c'est vraiment notre spécialité. Ce sont nos élèves, en fait. On les fait travailler en petits groupes homogènes.
Donc, homogène, ça veut dire c'est des enfants qui ont les mêmes besoins et qui vont travailler sur les mêmes thématiques. Donc, un petit groupe, c'est 6 élèves à peu près en moyenne. Ça peut aller jusqu'à 8 sur les groupes de terminale. Mais en règle générale, c'est plutôt 5-6 élèves. On travaille de plusieurs manières. Alors, la manière la plus confortable de travailler pour nous et pour les enfants, celle qui leur donne le plus de temps, c'est effectivement de travailler sur des cours à l'année où on les voit 2 heures par semaine, le même groupe, le même enseignant, etc. Et petit à petit, en suivant ce qu'ils font au lycée, on capitalise et on construit des méthodes solides, des manières de travailler, des pratiques de rédaction, des pratiques d'entraînement régulières. Ou alors, on travaille sur des stages intensifs à toutes les petites vacances scolaires. Donc, petites vacances scolaires, le rythme classique, hein, c'est-à-dire Toussaint, Noël, février, enfin ski break, et puis Pâques, et puis voilà, et puis juste avant les épreuves. Et puis, nous, chez Avero Active Learning, on n'est pas une plateforme en fait de mise en relation, on ne vous met pas en relation avec un prof. On a une vraie équipe qui travaille avec vous, puis nos enseignants sont nos enseignants, comme dans une école. Donc, ça veut dire que on dialogue avec vous, enfin avec les familles et leurs enfants, avant les cours, bien évidemment, pour identifier les besoins des élèves et leurs attentes, parce que ça, c'est essentiel, hein, pour être sûr qu'on peut répondre à ces attentes, et puis pour bien les cerner. Après chaque session de cours, au travers de fiches d'évaluation qui sont envoyées aux élèves et à leurs familles. Et puis, chaque fois que c'est nécessaire, on a par exemple, on a un système de coaching dans certaines matières, alors souvent plus dans maths et en physique, mais quand on a un élève à l'année, et qu'on se rend compte qu'il a des difficultés, des lacunes qui datent d'années antérieures, parfois on peut lui proposer en remédiation de faire 1 ou 2 heures supplémentaires qui lui sont offertes et qui vont lui permettre de rattraper en fait ses lacunes. Voilà, donc on est véritablement dans cette démarche de co-construction, de rendre nos élèves autonomes, évidemment qu'ils obtiennent de meilleurs résultats, mais surtout de les rendre autonomes et de bien les préparer à la suite, en fait. Parce que le lycée, le bac, n'est pas une fin en soi, c'est leurs études supérieures pour la suite. Et donc là, dans ce dialogue permanent, évidemment, Cécile est au cœur de ce dialogue, on ne va pas se mentir. Donc du coup, on a une équipe qui est dédiée. Donc, on est 2 fondateurs, donc on intervient tous les 2 en SES, d'ailleurs. Ensuite, on a des chefs de département de lettres, des chefs de département de sciences et ensuite des enseignants qui sont suivis, encadrés par ces chefs de département. Donc, c'est vraiment une structure d'école dans laquelle on travaille en équipe. Donc, en quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on existe en présentiel depuis plus de 20 ans, donc depuis 2000, avec 2 centres en présentiel au Maroc, où il y a un nombre énormément de lycées qui suivent le programme français. Depuis 2017, en visio pour l'ensemble des pays du monde. Et donc, on a effectivement des professeurs permanents. Et on est présent dans plus de 40 pays aujourd'hui dans le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Donc en fait, le déroulé, si vous voulez, on s'entretient avec les élèves, se préinscrivent sur notre site, puis on s'entretient avec les familles, on identifie les besoins des élèves et ensuite on propose une solution en réponse à ces besoins. Voilà un petit peu, donc ça en SES comme dans le reste des matières, ou comme par exemple pour les prépas au concours post-bac, on a des élèves tous les ans qui préparent Sciences Po avec nous, qui préparent les concours des écoles d'ingénieurs en France ou qui préparent les concours justement des écoles de commerce post-bac. Voilà, et là on les accompagne, ils sont entre, oui, élèves des lycées français de l'étranger.
j'ai envie de dire que par rapport à tout ça, ce qu'on ne fait pas, parce que en fait, nos élèves n'en ont pas besoin, on ne fait pas de langue vivante. Donc, en moyenne, un élève chez Averroès, il doit parler 3 langues couramment. Donc, vraiment, ils n'ont pas besoin de nous en langue vivante. Donc ça, effectivement, on ne fait pas du tout, à part le français en tant que littérature et matière scolaire. Voilà, pas les langues vivantes. Voilà. Est-ce que Cécile, tu as d'autres questions? Pas d'autres questions qui sont arrivées. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous aviez des questions qui vous venaient, soit par rapport au choix de la spécialité ou ne pas la choisir, par rapport à quoi la combiner, ou pour d'autres questions, on est de toute façon à vos dispositions. On vous enverra, j'ai vu qu'il y avait eu des demandes, l'enregistrement en fait de ce webinaire une fois qu'il sera monté. Donc il nous faut un petit peu de temps pour le monter. Une fois qu'il sera monté et propre, on vous enverra le lien pour accéder au replay sur YouTube, ou si vos enfants veulent le revoir, ou si vous voulez le partager, il n'y a rien de secret, peut tout à fait être partagé. Et voilà, et on se tient, vous aurez nos coordonnées aussi, si des questions vous viennent ultérieurement. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir.